Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, notre journaliste Marie-Ève Brisebois rencontre Jean-François Lefort, porte-parole et vice-président stratégie à l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons sur le nouveau point de dépôt à Saint-Basile-le-Grand. Ève-Maude White-Ulysse reçoit Élise Tessier, auteure d'un livre après son histoire de résilience face à un diagnostic de cancer et les dons des recettes à la maison Victor Gadebois. Couverture de la conférence du Frappe Rue sur le désinvestissement et le manque de logements abordables dans la vallée du Richelieu. Rencontre avec Maude Saint-Hilaire, coordonnatrice de la stratégie bioalimentaire Montérégie sur l'agriculture durable et le plan de valorisation du territoire agricole. Entretien avec Luc L'Espérance, maître d'enseignement en IA à HEC Montréal, sur l'impact dans le monde du travail. Finalement, Meeker Guerrier, porte-parole 2026 pour le défi 28 jours sans alcool à la Fondation Jean Lapointe. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cette édition du Régional. Bonne émission. Voici les actualités de la semaine dans la vallée du Richelieu. Le ministre de la Justice et député de Bordua, Simon-Jolin Barrette, a annoncé vendredi qu'il renonce à se porter candidat à la chefferie de la coalition Avenir Québec. Dans un message transmis en ligne, M. Jolin Barrette explique avoir longuement consulté son entourage et reçu de nombreux encouragements. Il affirme toutefois que, pour des raisons familiales et professionnelles, ce n'est pas le bon moment pour lui de se lancer dans la course. Le ministre invite les membres de la CAQ à rester unis et à éviter le piège de la division dans le cadre du processus de choix d'un nouveau chef. Rappelant que la chefferie est une occasion de renouvellement avant les prochaines élections provinciales, il réaffirme sa confiance dans sa formation politique. Simon-Jolin Barrette souligne aussi l'importance du nationalisme assumé défendu par la CAQ. Il cite entre autres la loi sur la laïcité de l'État et la réforme de la Charte de la langue française comme des legs importants du gouvernement Legault qu'il juge essentiels à protéger. M. Jolin Barrette n'a pas officiellement appuyé un autre candidat à la chefferie dans son message. Rappelons que François Legault a annoncé sa démission le 14 janvier dernier, déclenchant la période de transition au sein de la CAQ en vue de l'élection d'un nouveau chef avant le scrutin prévu cet automne. La ville de Belleuil va de l'avant avec son sondage sur l'avenir de la piscine en eau vive. Mise en place en 2024, la consultation en ligne est maintenant ouverte et se poursuivra jusqu'au 12 février. L'exercice vise à connaître la perception des citoyens afin d'éclairer la décision du conseil municipal. Le ton employé diffère toutefois de celui de l'automne dernier, alors que le maire Daniel Picard avait laissé entendre que le résultat avait un poids déterminant. Cette fois, la Ville parle plutôt d'un outil, parmi d'autres, pour guider la réflexion sur la piscine. Le questionnaire accessible sur la plateforme Je participe ne se limite pas à une réponse par oui ou non. Les citoyens peuvent aussi détailler leur point de vue grâce à une question ouverte. Une version papier est également disponible à l'Hôtel de Ville. La Ville rappelle que la piscine a coûté environ 140 000 lors de sa première année d'exploitation. Les coûts annuels seraient maintenant d'environ 90 000 par année et près de 1 100 baigneurs l'auraient fréquenté en 2025. Le sondage porte uniquement sur le bassin de baignade et non sur l'aménagement autour. La fiabilité de la démarche soulève cependant des questions. Pour participer en ligne, il suffit d'une adresse courriel valide, d'un nom et d'un code postal. Aucune preuve d'identité ou de résidence à Belleuil n'est exigée. Les résultats serviront de base de réflexion au conseil municipal pour décider du futur de l'installation. La ville de Chambly dévoile sa programmation pour la semaine de relâche qui se tiendra du 2 au 6 mars. Les familles sont invitées à profiter d'un large éventail d'activités culturelles, sportives et familiales offertes exclusivement aux citoyens de Chambly. Les places sont limitées et les inscriptions débuteront en ligne le 2 février à 9 h. Parmi les activités proposées, les jeunes pourront assister à la projection du film Minecraft à la salle Emma Albany. Un parc de jeux gonflables intérieur sera aussi installé pendant 2 jours à l'école secondaire de Chambly.
Une activité de médiation culturelle intergénérationnelle permettra aux familles de créer des sous-verts en mosaïque ensemble. La semaine se terminera avec un patinage festif au centre sportif Robert Lebel, animé par un DJ et accompagné d'un spectacle son et lumière. En parallèle, plusieurs activités sportives seront offertes toute la semaine, dont le patin libre, le soccer, le basketball et le pickleball. Les citoyens pourront aussi profiter des installations extérieures comme les buttes à glisser, les patinoires et le parc à neige lorsque les conditions le permettent. Tous les détails concernant les coûts et les modalités d'inscription sont disponibles sur le site Internet de la ville de Chambly. Le parc Refuge Global à Mont-Saint-Hilaire figure parmi les 12 toponymes coup de cœur 2026 retenus par la Commission de la toponymie du Québec. Le parc public d'environ 4 hectares est aménagé près de l'école secondaire Ozias-le-Duc. Son nom rend hommage au célèbre manifeste artistique Refuge Global, publié en 1948 par Paul-Émile Bordua, un artiste originaire du Mont-Saint-Hilaire. Ce texte marquant remettait en question le conservatisme social et les dogmes religieux dominants à l'époque et annonçait les grands changements qui mèneront plus tard à la Révolution tranquille. La population est invitée à voter d'ici le 3 février pour son nom de lieu favori parmi les 12 finalistes. Ces noms ont été choisis parmi environ 1400 nouvelles appellations officialisées dans la dernière année. Parmi les autres lieux en nomination, on retrouve notamment le belvédère du voyage immobile à Lévis, la place du pain et des roses à Montréal et la ruelle du court-métrage à Saguenay. Une carte interactive permet aussi de découvrir toutes les toponymies coup de cœur désignées depuis 2013. À Saint-Denis-sur-Richelieu, un citoyen a vu grand pour souligner la fête du drapeau québécois. Sean Vermette-Tassoni a recréé une immense fleur d'Elysée dans la neige directement dans la cour de sa résidence durant Amiotte. L'œuvre a été réalisée le 17 janvier, quelques jours avant le 78e anniversaire du drapeau, célébré le 21 janvier. Militant souverainiste de longue date, M. Vermette-Tassoni explique que ce projet allie son côté artistique et son attachement pour le Québec. Le drapeau, qui mesure environ 100 par 150 pieds, a nécessité une importante préparation. La croix et les fleurs de lys ont été formées en neige tassée, tandis que le fond bleu a été créé à l'aide de 12 litres de colorant alimentaire dilués dans de l'eau puis vaporisés au sol. Les fleurs de lys ont été tracées à partir de grands patrons fabriqués avec d'anciennes affiches électorales recyclées. Les premières mesures ont été prises dès le mois d'octobre. Au total, une vingtaine de bénévoles ont participé à cette deuxième édition du projet. Rappelons que Sean Vermette-Tassoni a déjà été candidat pour le Parti québécois et souhaite à nouveau porter ses couleurs lors des prochaines élections provinciales. Voilà, c'était les actualités de la semaine dans la vallée du Richelieu. Nous accueillons en studio M. Lefort, vice-président stratégie pour Consigne Action. Bonjour, M. Lefort. Tout d'abord, vous êtes ici pour nous annoncer un nouveau point de dépôt dans la MRC de la vallée du Richelieu pour Consigne Action. Oui, effectivement, on est maintenant à Saint-Basile-le-Grand avec le Consigne Action Plus. Très ravi de pouvoir ouvrir encore un lieu de retour. Puis c'est pas mal depuis début 2023. Le premier ouvert à Granby, en fait, en avril 2024. Et aujourd'hui, 127 lieux de retour ouverts, opérationnels. Début 2023, les premiers employés étaient engagés chez Consigne Action. Aujourd'hui, on est plus de... je crois qu'on franchit le 1000 employés maintenant, donc vraiment très content. Pourtant, le nom Consigne Action, les gens le connaissent déjà, même si c'est quand même assez récent. On dirait que l'engouement des citoyens envers l'action de Consigne Action, justement, a eu une belle réponse. Qu'est-ce que ça fait exactement, Consigne Action, pour la vie de tous les jours, pour l'environnement et aussi pour les citoyens? Donc, on est le gestionnaire de système de consigne. Consigne Action, c'est la marque de commerce qui existait auparavant, mais la QRCB, c'est l'organisme de gestion désigné par le gouvernement pour s'occuper du système de consigne. Donc, on n'est pas le gouvernement, on est un OBNL. Nos membres sont les producteurs qui mettent en marché les contenants de boissons consignés et qui ont une obligation de réglementaire de se préoccuper de cette matière qu'ils mettent en marché à travers le cycle de vie. Donc, nous, la modernisation qui a été initiée par le gouvernement, on réalise justement cette modernisation-là avec, on a introduit les sites de Consigne Action Plus pour être capable d'atteindre les objectifs établis de 90 % de taux de récupération d'ici 2032. Et c'est à travers ces sites-là qu'on va pouvoir
en majorité pouvoir atteindre les objectifs, tant pour la technologie, l'utilisation des citoyens, qui est fort appréciée déjà, mais aussi en termes de volume. Donc, un Consigne Action Plus fait 25 millions de contenants par année, un Consigne Action entre 7 et 10 millions. Pour référence, un détaillant auparavant qui faisait 1,5 million, 2 millions surchauffait. Donc, on est vraiment ailleurs dans le mode de retour également, avec les machines de retour en vrac, le retour express à l'aide de l'application mobile et le retour à l'unité. Oui, on va y revenir à l'application mobile, mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement les produits que vous récupérez? Parce qu'il y a eu des changements au niveau des Beaucoup de MRC, changements. beaucoup de changements. Les citoyens emboîtent le pas, ils veulent faire les actions, mais juste pour expliquer un peu, c'est quoi les contenants que vous récupérez? Donc, le gouvernement a initié cette modernisation pour élargir la consigne, de passer de 2,5 milliards de contenants sur une base annuelle à 5 milliards de contenants à partir de mars 2027 avec la prochaine phase. Les deux phases de modernisation qui ont eu lieu en novembre 2023 et mars 2025 sont tout ce qui est maintenant en aluminium, donc pas nécessairement juste boissons gazeuses, mais eau pétillante, jus, est maintenant consigné depuis novembre 2023. Depuis mars 2025, le gouvernement a rajouté tout ce qui est plastique, 100 ml à 2 litres prêt à boire. Donc, on pense eau pétillante, jus, lait, spiritueux, par exemple. Donc, ça l'amène le total aujourd'hui à 4,2 milliards de contenants sur une base annuelle. Ça fait pas mal de contenants. Et 40 de ce volume-là passe déjà dans nos lieux de retour, Consigne Action Plus, un petit aparté. Mais en termes de consigne aussi, le gouvernement a augmenté la consigne en novembre 2023 de 5 cents à 10 cents. Ça aussi, on a vu la différence. Ça a été grandement annoncé. Vous avez d'ailleurs, comme on disait un peu plus tôt, une application pour que les gens puissent se retrouver plus facilement. Oui, on a au-delà de 250 000 utilisateurs de l'application en date d'aujourd'hui. Ça va très vite. Ça permet le retour express, d'utiliser le retour express. Donc, je peux enregistrer et déposer mon sac en moins de 60 secondes. Et Consigne Action fait le décompte et le remboursement via l'application mobile. Avec l'application mobile, je peux aussi recevoir un remboursement instantané, mais électroniquement. Donc, si j'utilise les machines de retour à l'unité ou dans un Consigne Action comme un Consigne Action Plus ou les machines de retour en vrac dans un Consigne Action Plus, je peux recevoir le remboursement. Donc, fini le petit coupon, je peux recevoir le remboursement électronique. Oui, puis vous dites la consignation en vrac, qu'est-ce que c'est exactement? C'est des nouvelles machines qui ont été conçues par notre PDG avec un équipementier présent. C'est une innovation qui est faite au Québec. C'est une machine qui permet je verse mes contenants, si j'arrive avec mes contenants en vrac, dans un sac ou dans un bac, tout mélangé. Je les mets dans la cuve de la machine et la machine fait le décompte de 200-250 contenants la minute. Ça va extrêmement rapidement. Donc, ça permet justement de retourner un gros volume en très peu de temps et de recevoir mon remboursement presque à l'instant. Donc, la technologie au service de l'environnement, d'une certaine façon, et l'application qui facilite le tout. Est-ce que cette application-là, elle est téléchargeable sur n'importe quel téléphone intelligent? Oui, je crois que c'est le Play Store puis le App Store, le App Store de Apple, oui. Et une fois inscrits, les gens peuvent facilement utiliser tout ce qui est les points de dépôt comme celui de Saint-Basile qu'on annonce aujourd'hui. Oui, on peut voir tous les sites modernisés. Donc, quelques détaillants qui sont déjà, quelques 119 détaillants sont déjà modernisés à travers la province. Avec les nouveaux 127 lieux de retour Consigne Action, ils sont également identifiés sur la carte. Ça prend un courriel, tout simplement, et la question se pose si l'argent que je reçois est déposé dans mon compte, comment je fais? Parce que l'application n'est pas reliée à mon compte bancaire. Pour faire un transfert d'argent, on fait un transfert, on demande un transfert Interac et ce transfert-là est fait dans les instants qui suivent. Et quels contenants qui sont à proscrire complètement ou pour l'instant, mais qui pourraient ne plus l'être éventuellement? En ce moment, tout ce qui est consigné, c'est l'aluminium et le plastique, 100 ml à 2 litres prêt à boire. En mars 2027, 1er mars 2027, c'est le nouveau verre, appelons ça comme ça, les bouteilles de vin spiritueux et le carton multicouche, donc carton de lait, jus par exemple, vont devenir consignés, mais pas avant le 1er mars 2027. Donc, le cheminement continue pour Consigne Action. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez dire aux citoyens par rapport à la bonne action de faire le recyclage?
Je crois que l'engouement, il y a un véritable engouement en ce moment avec la modernisation, la transformation du réseau. Les nouvelles habitudes se forment et on le voit déjà justement dans les chiffres à travers le réseau, tant chez les détaillants que dans nos lieux de retour. Donc, on apprécie les gestes des citoyens et on est là pour récupérer les contenants. Il faut se rappeler, tous les contenants qui reviennent dans les lieux de retour, consigne-action, sont recyclés à 100 %. Donc, c'est vraiment un bon geste de la part des citoyens de retourner les contenants. Si les gens veulent plus d'informations, j'imagine que le site Web peut être un bon complément aussi. Oui, consigneaction.ca ou pour toute question, info@consigneaction.ca. Bien, merci beaucoup, M. Lefebvre, d'être venu à notre studio aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Élise Tessier, autrice et résidente de Mont-Saint-Hilaire. Bonjour, Madame Tessier. Bonjour. Donc, vous êtes l'autrice du livre « Quand la tumeur devient tu vis ». J'ai dû regarder mes notes parce que le titre est un petit peu mélangé. Vous avez écrit ce livre-là suite à un diagnostic d'un cancer de stade 4 aux poumons et aux os. Oui. J'ai eu le diagnostic au mois de septembre 2024 et on parle de tumeur. Alors, déjà, moi, je connaissais un peu la posture mentale et puis la plasticité du cerveau. Puis quand j'ai entendu le mot tumeur, bien, ce qui m'est venu, comme il vient à la majorité des gens, tu meurs. Fait que là, j'ai dit non, c'est pas tu meurs, c'est tu vis. Oui. Et je suis partie avec cette posture mentale-là en me disant oui, c'est un cancer incurable, mais si je fais ma part pour travailler sur moi et faire en sorte que j'ai toujours une posture mentale positive, bien, c'est sûr que ça va m'aider à prolonger la vie. Hein? C'est l'objectif. Et puis, ça a fonctionné parce qu'on me donnait entre 12 et 18 mois. Là, je suis rendue à mon 16e mois. À quel moment dans ce processus-là, l'idée d'écrire un livre apparaît? Oui. Moi, j'ai été bien encadrée. Hein? J'ai été référée, puis le CLSC des Patriotes me dit vous pouvez aller au centre Victor-Gadebois. C'est un centre de soins palliatifs. Là, je me suis mis à pleurer. J'ai dit voyons donc, je ne suis pas rendue là. Puis ils ont dit non, c'est le centre de jour. C'est pas la fin de vie qui est au 2e étage, mais le centre de jour, c'est tous des patients qui sont en stade 4 et qui échangent entre eux. Et comme moi, j'avais des bons résultats, les autres personnes qui étaient au centre disaient bien, voyons, t'es donc bien inspirante, tu devrais écrire ton livre. Bon, j'ai dit oui, mais moi, je n'ai jamais fait ça, écrire un livre, je ne savais pas comment. C'est que j'ai fouillé sur Internet. Je me suis trouvé une formation pour apprendre à écrire. Et puis, après ça, ce groupe-là, bien, ils m'ont aidée. Et puis, je passais à l'édition. C'était vraiment la suggestion des autres personnes atteintes d'une maladie incurable, dite incurable, dite. Oui. Et parlez-moi de ce livre-là. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? D'abord, ce que l'organisme me disait, qui nous accompagne, les gens ils ont besoin de te connaître. Oui. Donc, j'ai parlé un petit peu de ma famille, j'ai parlé de mes emplois, j'ai parlé aussi des difficultés. Dans le fond, ce qui a fait en sorte que j'ai eu des chocs que j'ai encaissés, puis j'ai fermé des fusibles, puis la circulation de l'énergie était moins là. J'ai expliqué ça, puis comme j'avais déjà dans mon coffre d'outils, je réussissais, j'étais chanceuse, j'ai eu des bons groupes de travail en économie sociale, en financement d'entreprise, tout ça. Puis ça marchait toujours. Je me suis dit, bien là, ça, c'est des forces que j'ai développées. Et donc, j'ai, après ça, entré dans toute la présentation de cette maladie-là en disant, bien, je vais faire ce que je peux pour aussi réussir à prolonger ma vie. Et j'allais dans le sens, mais là, je vais plus loin. C'est pas juste prolonger ma vie. Là. Maintenant, je vis. C'est la vivre oui. Au maximum, oui. à sa pleine capacité. Quel message voulez-vous envoyer aux gens qui vont acheter votre livre, qui vont le lire? C'est de permettre d'avoir de l'espoir en faisant un travail sur soi pour combiner avec la médecine scientifique
pour permettre que ça fasse son chemin, ne pas bloquer son corps à la guérison, parce que c'est possible. C'est possible. J'en reviens pas moi-même, mais... Vous passez de l'épreuve personnelle au geste collectif parce que tous les dons, en fait, tout l'argent que vous ramassez avec la vente du livre va au centre communautaire. Ça va à la maison Victor Gadebois, Exact. le centre de soins palliatifs, auquel je participe à tous les mercredis. Et j'ai déjà fait une remise de 1 000 $. Pourquoi ce centre palliatif-là est si important? Vous y allez quand même toutes les semaines pour vous impliquer. Pourquoi c'est important de s'impliquer? Oui. Quand on a le cancer, on est souvent isolé. Des fois, on peut en parler aussi à nos proches aidants, mais ils essaient de nous réconforter, ça va bien aller, tandis que là, on est toutes des personnes avec le même cheminement et on échange beaucoup entre nous. Donc, ça nous crée un réseau. C'est notre nouveau réseau social, puis on est capable de parler sans aucune censure, parce que tout le monde vit à peu près les mêmes choses, des ups et puis des downs. Et puis, alors, ça fait partie de la guérison, ce centre-là. Puis les gens sont tellement bienveillants, accueillants, qu'on fait de même. Où est-ce que les gens peuvent se procurer votre livre? Bien, directement auprès de moi. Je suis sur les réseaux sociaux. Vous tapez sur Internet « Quand la tumeur devient tu vis ». Et puis, mon adresse courriel, c'est mon prénom, puis elise.tessier@hotmail.com. Il est aussi disponible auprès de mon éditeur. Il est aussi dans les librairies comme Renaud-Bré, tout ça. Mais comme mon objectif, vous avez dit, c'était de remettre les surplus à la maison Victor Gadebois, bien, il y a plus de surplus quand c'est acheté directement auprès de moi, parce que sinon, bien, tout le monde se prend des cotes. Alors, mais la lecture fait du bien aussi. Absolument. Alors, quand on est loin, des fois, moi, je les poste. OK. Donc, j'invite nos auditeurs à se procurer le livre. Je le répète, l'argent que vous faites avec ça s'en va à la maison Victor Gadebois. Merci beaucoup, Madame Tessier, pour votre histoire, d'avoir partagé et pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Oui, merci. Merci à vous. TVR9 a assisté aujourd'hui à Belleuil Intégration Compétences à la conférence de presse organisée par FRAPU, le Front d'action populaire en réaménagement urbain. Cette conférence servait à sensibiliser les citoyens à la crise du logement et aussi à demander plus de logements réellement sociaux. Je vous parle d'ici à Belleuil. Il y a eu les dernières données de la SCHL, de la Société d'hypothèque et de logement du Canada. Fait que le loyer moyen à Belleuil, on était rendu à 1 431 en 2025. Okay? C'est plus cher qu'à Montréal encore, le loyer médian. Moyen. Pour juste un calcul, là, pour que ce loyer-là ne dépasse pas le seuil de 30 % de votre revenu, donc on appelle ça le taux d'effort, ce qui est considéré comme abordable, qu'on est capable de payer sans nuire à nos autres besoins, là, sans couper ailleurs. Donc, pour que ça réponde à ça, il faudrait gagner au moins 57 240 $ par année. Là, vous le savez, là, la moitié des locataires ont un revenu moindre. Dans la région, le revenu médian des locataires de la vallée du Richelieu, c'était 38 800 $. Ça, c'était lors du dernier recensement de Statistique Canada. Fait que pour respecter la capacité de payer de ces ménages-là, des locataires, il faudrait se trouver un logement à peu près 970 $ par mois pour ne pas payer plus que 30 % de son revenu. Sur le marché actuel, là, bonne chance de trouver ça. Bonne chance sans aide. C'est ça aussi que ça veut dire, là, c'est que ça va prendre de l'aide. Par contre, est-ce qu'on veut tout mettre le cash sur de la subvention au loyer? Si les loyers sont chers comme ça, je veux dire, c'est beaucoup d'argent public là, qui s'en va dans les poches des propriétaires. Alors qu'avec cet argent-là, on pourrait financer des logements sociaux qui ont aussi un pouvoir désinflationné sur le reste des logements autour. Si on finance des logements pas chers, logements sociaux, ça a des effets positifs sur le reste du marché privé aussi. Et inversement, de ne pas financer ou de financer avec de l'argent public des logements chers, ça fait monter le reste autour. Donc, évidemment, la situation est
bien plus dramatique pour les ménages à très faible revenu. Dans la vallée du Richelieu, donc, c'est 16,3 % des locataires qui dépassent déjà le taux d'effort de 30 %. Okay? Ces locataires-là, ils ont un revenu annuel de 19 200 $. Fait qu'avec ce revenu-là, dans le même calcul, il faudrait un loyer à 430 $ pour respecter leur capacité de payer. Autrement dit, c'est impossible. C'est pas possible. Sans une aide substantielle. Évidemment, la crise, elle est aussi aggravée par les taux d'inoccupation, donc qui sont faméliques, là, qui sont tout petits dans la région. Vous étiez à 1,9 % dans la zone de Belleuil. Ça inclut tout. Hein, ça inclut les constructions neuves aussi. Là. Fait que, imaginez, si on regardait juste... Là, c'est pas possible de le voir. On le voit par quartile de loyer, mais on voit pas bien... ils nous disent pas c'est quoi les montants exacts, là, mais les taux d'inoccupation par quartile de loyer sont toujours beaucoup plus élevés pour les logements chers. Fait que les logements pas chers, en fait, on est en bas d'1,9 %, ça, c'est sûr. Autrement dit, il n'y en a pas. Par tranche de loyer, on l'avait le quartile on l'avait pour la région, en fait. Pour la zone Belleuil, pour le moins cher quartier, donc on divise en 4 là, tous les prix des loyers. Là, le moins cher, c'est le taux d'inoccupation 0,9, moins de 1 %. Oui, bien, c'est ce que je vous disais. On freine la spéculation immobilière en finançant du logement social et on maintient des loyers environnants plus bas aussi. Et on garde les gens dans leur milieu, surtout. Les gens sont plus près de leurs services, les enfants déménagent moins, ne changent pas d'école, ils restent dans leur milieu. Au palier fédéral, il y a eu des milliards qui ont été annoncés à travers Maison Canada. On espérait qu'on irait pour un programme public de HLM, quelque chose, on a eu des belles années de programme de logement public du côté du fédéral. Malheureusement, on est allé on a un banquier là, comme premier ministre, bien, c'est ça qu'on a. En fait, c'est une banque d'investissement qui protège la bulle spéculative. Maison Canada, c'est ça. On nous parle d'approche portefeuille. Donc, on va évidemment baisser les subventions pour augmenter des prêts. Puis là, on y va à la pièce, là, selon qu'est-ce que toi, tu as besoin. Je donne ci, je donne ça. Donc, c'est un véhicule pour construire du logement abordable. C'est comme ça que c'était annoncé au départ, mais finalement, c'est plus une banque d'investissement qui va faire des prêts. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. On rencontre maintenant Maude Saint-Hilaire, qui est coordonnatrice à la stratégie bioalimentaire de la Montérégie. Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Bonjour, M. Harvey. Expliquez-nous essentiellement qu'est-ce que c'est que la stratégie bioalimentaire de la Montérégie. Oui, certainement. En fait, la stratégie bioalimentaire Montérégie, c'est le nom de la démarche qui est issue de l'entente sectorielle de développement pour le secteur bioalimentaire. Ça réunit 21 partenaires. Des partenaires ministériels, des partenaires municipaux, des acteurs de la filière bioalimentaire. Puis ça, des ententes sectorielles, il y en a partout au Québec. En fait, ce sont les MRC et le MAMACH qui, ensemble, peuvent cibler d'autres partenaires
pour travailler sur des enjeux prioritaires qui sont propres à la région. En Montérégie, là, il y a une dizaine d'ententes sectorielles. On est quand même le garde-manger du Québec, donc on a une entente sectorielle pour développer le secteur bioalimentaire et en faire la promotion également. OK. Pourquoi c'était névralgique de s'attaquer à ce sujet-là? Là? Pourquoi il fallait entreprendre des ententes comme ça pour en arriver à un résultat? Oui. En fait, dans le monde de l'agriculture, dans le secteur bioalimentaire comme dans d'autres, là, on fait face à des enjeux qui sont beaucoup plus grands que des petits défis qu'on peut régler de façon individuelle. On a toute une part de responsabilité, puis c'est ensemble qu'on peut trouver la solution, puis qu'on peut apporter des changements structurants. On a donc la première entente sectorielle, elle a été conclue en 2019, et à ce moment-là, on a fait une démarche de réflexion stratégique. On s'est doté de 5 priorités. Alors, on travaille sur 5 enjeux prioritaires actuellement. Si je vous donne des exemples, on a entre autres la protection et la valorisation du territoire agricole. On a aussi d'outiller, de soutenir les entreprises face aux changements qui sont externes à eux. Ça peut être aussi de favoriser l'achat local, de rendre accessibles les produits locaux. Ce sont des exemples. Bien, c'est ce qui mettait de l'avant, justement, ces problématiques-là, parce qu'on a vu, tu sais, avec les voisins au sud, tu sais, de l'instabilité, puis là, on se demande, est-ce que ce qu'on mange va venir de chez nous? Puis là, on priorise, là, ça nous prend, tu sais, il faut favoriser l'achat local. J'imagine que déjà en 2019, vous voyez un peu la tendance qui pouvait arriver. Qu'est-ce qui va être différent en 2025? Sur quel enjeu est-ce qu'il faut prioriser nos ressources? C'est sûr que si on recule en 2019, effectivement, on voyait l'importance d'acheter local, mais là, avec les nouveaux événements qu'on voit dans l'actualité, ça a pris encore un sens plus important. On voit qu'on a toute la chaîne est fragilisée. Donc, on remarque encore plus à quel point c'est important de favoriser l'achat local. Dans l'agroalimentaire, on peut le faire de différentes façons. Nous, au niveau de la stratégie bioalimentaire, on a soutenu différents projets. Parfois, c'est des projets qui vont approvisionner le marché HRI. Le marché HRI, OK. C'est hôtellerie, restauration, institution. Donc, l'institutionnel. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos tout-petits à la garderie vont manger davantage de produits qui proviennent du Québec? Même chose au niveau des écoles, au niveau des résidences pour personnes d'un certain âge. Donc, on a soutenu des projets là, pour développer le marché HRI. On a aussi, dans l'entente sectorielle, soutenu la campagne de promotion La Montérégie, le garde-manger du Québec. Donc, différentes actions comme le guide gourmand Tastet, qui invite les gens à se rendre dans les différents lieux de production. Fait que là, on encourage l'achat local, mais on comprend mieux aussi qu'est-ce qu'on mange. Puis je pense que ça, c'est un volet qui est super important aussi. Quelle est votre vision à vous, qui êtes dans le milieu, qui êtes impliqué, là? Est-ce qu'on a raison de s'en faire ou est-ce qu'on peut avoir une vision positive de l'agriculture dans la région? Bien, oui, on a raison de s'en faire, mais je pense qu'il ne faut pas avoir un scénario catastrophe en tête qui est là autour de nous puis qui nous fait peur, puis se dire « Oh mon Dieu, on ne peut rien faire à petite échelle », c'est pas vrai. Je pense que chaque petit pas compte. Et donc, on est quand même dans le bon sens, là. Je veux dire, il y a des actions qui sont entreprises pour modifier les pratiques en environnement, pour les rendre plus durables, mais il faut continuer dans ce sens-là. Il faut que ça devienne une norme, que ça se fasse partout. Donc, il faut juste encourager les progrès là, qui sont en cours présent. Parce que les gens peuvent être un peu mélangés aussi. Tu sais, moi, je vais acheter local, mais ensuite, est-ce que c'est bon d'acheter bio, mais ça coûte plus cher? Tu sais, comment faire la part des choses entre le désir d'être souverain chez nous puis de manger ce qu'on produit, puis le portefeuille, tu sais, à une époque où, là, on est serré, tout coûte plus cher. Comment on se démêle? Puis c'est une excellente question. Là. On le voit de plus en plus, là, les gens vivent de l'insécurité alimentaire, puis contrairement à avant, c'était des gens qui
qui, par exemple, étaient sur l'assistance sociale, des mères monoparentales. Mais là, c'est des familles, donc parents qui travaillent tous les deux, qui se retrouvent dans le besoin parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais il y a quand même, malgré tout, moyen d'acheter local. Puis là, quand on encourage local, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, toute notre épicerie doit être 100% locale. On ne veut pas faire peur aux gens. Mais si chacun faisait une petite part, ça ferait une grande différence dans l'économie locale. Donc, rapidement, là, une personne qui souhaite faire les petits changements, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Bien, on pourrait, se mettre à jardiner si on a la possibilité de le faire. Des carottes, des tomates, ces choses-là faciles? En fait, à peu près tout pousse ici en Montérégie. Ça dépend qui, là, des fois, c'est difficile. Oui, c'est ça. Ça dépend de notre terre puis de la superficie. Mais si on n'a pas la possibilité de jardiner, je veux dire, des carottes, là, ça ne coûte pas tant cher. Des pommes, ça ne coûte pas tant cher et c'est produit localement. Et ça peut s'acheter à l'année. Les oignons, même chose. Donc, il y a peut-être quelques fruits et légumes qui sont plus accessibles qu'on pourrait se permettre d'acheter. Au lieu d'acheter la Granny Smith, bien, peut-être qu'on peut acheter la Macintosh qui est produite ici. Mais oui. On peut aussi faire des conserves, on peut congeler quand c'est la période là, des fraises du Québec. C'est quand même plus abordable que si on va acheter des fraises qui poussent en serre dans le nord du Québec. Bien, peut-être qu'on peut les acheter en gros puis en congeler pour que cet hiver, bien, quand on veut faire des smoothies, bien, que ce soit nos fraises du Québec. Bon, Saint-Hilaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle aux gens, si vous avez besoin de plus d'informations sur la stratégie bioalimentaire, visitez le site bioalimentaire-montérégie.ca ou si vous voulez découvrir les producteurs, les transformateurs de produits, le Garde-manger du Québec.ca. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous. Bonne journée. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec M. Luc L'Espérance, maître d'enseignement en IA au HEC Montréal, conférencier et conseiller indépendant et récemment auteur aussi d'un livre parlant de l'IA. Bonjour, M. L'Espérance. Bonjour, Eve-Maude. Donc, parlez-moi de ce livre. Pourquoi avoir écrit un livre sur l'IA? Oui, très bonne question. En fait, l'IA est vraiment en train de changer notre monde. Donc, on est parti d'un monde où, pour la plupart des gens, l'intelligence artificielle, c'était de la pure science-fiction. Donc, c'était des robots qu'on voyait dans des films de science-fiction, c'était la littérature peut-être qui nous a influencé un peu au 20e siècle, à un monde où l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien. Et pour plusieurs, c'est quelque chose qui est arrivé très rapidement. C'est-à-dire que l'IA était très intangible et soudainement, non seulement on en parle, mais elle est partout. Elle est intégrée de plus en plus dans notre quotidien, que ce soit dans nos téléphones, que ce soit sur nos ordinateurs, dans nos voitures. On le voit même que l'IA arrive de plus en plus sur nos appareils, comme les électroménagers, par exemple. Donc, on rentre vraiment dans un monde où, tant dans la sphère personnelle que dans le monde de l'entreprise, l'intelligence artificielle est désormais omniprésente. Est-ce que c'est normal pour les citoyens de se sentir dépassés par cet avancement technologique-là? Je vous dirais non seulement que c'est normal, mais même pour les experts du domaine, on se sent tout le temps dépassé. Donc, ça va tellement vite actuellement qu'il n'y a pas une semaine, je vais quasiment dire, il n'y a pas une journée où on se réveille et qu'il n'y a pas une nouveauté dans le monde de l'intelligence artificielle. Et donc, pour les gens qui nous regardent, par exemple, qui se disent, j'ai l'impression que ça va vite, j'ai envie de vous dire, puis en grande partie, c'est pour ça aussi que j'écris mon ouvrage, c'est normal. On assiste à un phénomène qui est totalement nouveau. Et d'ailleurs, dans mon livre, je parle d'une courbe exponentielle. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un monde où l'intelligence artificielle progresse à un rythme qui est de plus en plus rapide. Donc, on a l'impression, année après année, mois après mois, où non seulement l'IA est de plus en plus présente dans nos vies, donc ses implications sont de plus en plus larges, mais aussi elle est de plus en plus performante. Donc, les technologies qu'on utilisait il y a à peine 1 an, 2 ans sont déjà totalement dépassées. Et donc, on se pose un petit peu la question, ben, on est où dans cette courbe exponentielle? Est-ce que ça va continuer à accélérer? Est-ce qu'on atteint bientôt un plateau? Et donc, ce sentiment-là qui est généralisé à travers, je dirais, à peu près tout le monde, hein. Puis là, quand je dis tout le monde, c'est vraiment que vous soyez jeune, adolescent, que vous soyez adulte, que vous soyez retraité. L'IA concerne vraiment tout le monde dans à peu près toutes les sphères de nos vies. Alors, votre ouvrage s'appelle « Comprendre, s'adapter et demeurer pertinent dans un monde qui s'accélère ». Je vous le demande grossièrement, comment on peut demeurer pertinent quand on se fait envahir par l'IA? Oui, c'est une bonne question. Ben d'abord, il faut bien comprendre c'est quoi l'IA.
Puis quand je dis comprendre c'est quoi l'IA, je fais parfois l'analogie avec la voiture. On n'a pas besoin d'être un pilote de Formule 1 pour bien conduire une voiture sur la route, mais il faut quand même comprendre un minimum comment fonctionne la voiture, c'est quoi ses limites, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire, des choses que je ne devrais pas faire avec la voiture. Donc, d'avoir une certaine curiosité sur l'utilisation de ces technologies qui, en 2026, sont quand même relativement accessibles. Il y a une époque, l'IA, ça prenait des compétences techniques très poussées. Aujourd'hui, à peu près n'importe qui a accès à un ordinateur, une connexion Internet, peut interagir avec une forme d'intelligence artificielle, par exemple générative, comme ChatGPT, Copilot, tout ce genre de technologie qui va fournir des réponses en langage naturel. Et donc, d'une part, j'ai envie de dire, il faut être curieux. Il faut comprendre un peu qu'est-ce que c'est, comment ça peut nous aider, quelles sont les limites. C'est-à-dire peut-être que dans l'usage qu'on fait, on va se dire à un certain moment, ça, je suis moins confortable ou j'ai envie de le faire moi-même. Je n'ai pas envie de le déléguer à une machine. Et de l'autre côté, et c'est vraiment, je dirais, les deux parties de mon livre, hein, comprendre l'IA, mais aussi s'adapter, c'est vraiment de prendre un pas de recul et apprécier le fait qu'on est sur une courbe exponentielle. Une chose qu'on a rarement vue, et j'ai envie de vous dire également un phénomène pour lequel l'humain est généralement pas très bon avec le changement très rapide. Et donc, l'idée, c'est de mettre l'accent sur c'est quoi les nouvelles compétences sur lesquelles on devrait miser pour éviter de façon très claire de substituer notre jugement ou carrément de se faire remplacer dans certaines tâches par une machine qui, elle, progresse très rapidement. Et puis, je conclus également le livre, puis évidemment, il faut le voir comme un essai. Donc, ce sont des réflexions sur des postures mentales à développer pour faire face à une situation où il y a quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup de complexité. Et je pourrais tisser le parallèle avec la pandémie. La pandémie, c'est un changement qui est arrivé très vite. On ne savait pas nécessairement c'était quoi la bonne réponse, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. C'était très dur de mettre sur place une recette. Par contre, on pouvait avoir des postures mentales, comme faire preuve de résilience, pour faire face à cette transition. Puis, dans une région comme la nôtre, là, dans la vallée du Richelieu, où il y a beaucoup de PME, où il y a beaucoup d'organisations régionales, qu'est-ce que vous leur disiez à ces citoyens-là qui ont peur de cet avancement, qui se disent ben moi, je vais peut-être perdre mon emploi, moi, peut-être que mon diplôme ne sert plus à rien? Tout à fait. Puis je vous dirais, c'est le cas évidemment de plusieurs régions. Puis ce discours-là, un peu anxiogène, j'ai envie de dire, est de plus en plus présent. Et j'ai envie de dire avec raison, mais je m'explique avant de faire peur évidemment aux gens qui nous regardent. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y avait encore une fascination sur l'IA. Je me souviens quand la technologie ChatGPT est devenue accessible au grand public, il y a à peu près 3 ans et demi, les gens étaient un peu impressionnés, on s'amusait, on posait des questions, on trouvait les réponses parfois un peu drôles, même s'il y avait des hallucinations. 3 ans plus tard, on est rendu complètement ailleurs. La machine s'est améliorée énormément. Et de plus en plus, il y a cette anxiété parce qu'on voit également dans les médias des gros titres parfois qui vont nous dire telle compagnie a remplacé des employés par l'IA. Et donc, souvent, ce que je vais dire, c'est qu'il faut prendre un pas de recul, il faut faire attention. L'IA, c'est une technologie, comme d'autres technologies qu'on a eues par le passé, qui, dans certains cas, a le potentiel d'automatiser des tâches. Donc, l'IA, ce n'est pas une technologie qui va venir nécessairement remplacer un emploi au complet, mais plus des tâches dans un emploi. Donc, dans chaque emploi, on a différentes tâches qu'on peut faire. Et donc, certaines tâches sont plus propices à être automatisées par l'IA. Et quand je parle d'automatisation, ce que je veux dire, c'est avant, je le faisais, maintenant, c'est la machine qui le fait. Mais il y a également d'autres types de tâches où on peut s'augmenter. Donc, avant, je le faisais tout seul. Désormais, j'utilise ChatGPT, par exemple, pour m'aider à écrire, pour me challenger, pour corriger mon texte. Donc, je ne suis pas en train de me remplacer, je suis en train d'aller chercher le soutien d'un, on va dire, un compagnon numérique dans l'exécution d'une tâche. J'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire. Pour un travailleur d'ici, comment savoir exactement la différence entre ce qui peut être automatisé, ce qui peut servir d'aide avec l'IA, et ce qui doit rester profondément humain? C'est une bonne question. En fait, ce qui peut être automatique, puis c'est pas parce qu'on peut qu'on devrait. Déjà, il faut garder aussi cette distance-là. Généralement, ce qu'on voit que s'automatise très bien, ce sont des tâches cognitives, donc des tâches qu'on fait avec un ordinateur, par exemple, dans lesquelles on utilise des données, on génère des données, qui sont relativement prévisibles, relativement répétitives. Donc, des tâches où la nature du jugement peut être un peu moins élevée. Et ça ne veut pas dire que la tâche n'est pas importante, ça veut simplement dire que dans le quotidien, il y a peut-être plein de petites actions qu'on fait qui ne nous demandent pas une grande réflexion, qui sont importantes pareil, pour lesquelles l'information existe, le processus est déjà connu, et donc l'IA est capable d'automatiser rapidement ces tâches-là.
Et puis, on l'a vu, prenez juste les épiceries, par exemple, ce n'est pas une tâche nécessairement cognitive, mais la tâche de scanner des articles, donc le métier de caissier, par exemple, on a vu beaucoup de marchands qui désormais vont mettre des caisses automatiques. Et donc, c'est une façon d'automatiser des petits bouts de processus. Donc, évidemment, pour un travailleur, ça peut vouloir poser des questions parce que si vous pressentez que votre emploi a beaucoup de tâches cognitives, quand je parle de tâches cognitives, c'est qu'aujourd'hui, l'IA fait souvent référence, c'est-à-dire au col blanc. Hein, ce n'est plus juste des technologies qui vont venir automatiser, par exemple, un travail manuel, mais vont venir automatiser un travail cognitif aussi. Et donc, si vous faites des tâches où on réinscrit de l'information dans des formulaires, dans des interfaces, on concilie de l'information dans des comptes, par exemple, toutes ces petites tâches-là qui sont importantes, mais qui sont souvent prévisibles, souvent répétitives, ce sont des tâches où l'IA a une capacité d'automatisation. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment je peux utiliser mes compétences actuelles pour faire peut-être d'autres types de tâches, donc me concentrer sur d'autres tâches ou participer à valider ce que la machine va avoir fait. Et ça, on le voit dans plusieurs domaines. Hein, que ce soit des comptables, par exemple, qui disent, ben, avant, je faisais une partie de calcul, maintenant, je prends les calculs, je les valide. Des professionnels en ressources humaines qui disaient, avant, j'analysais des CV, maintenant, une machine regarde les CV, elle fait un premier tri, je valide les résultats de la machine. Donc, il y a une posture de dire, avec mes compétences actuelles, je peux collaborer avec la machine ou travailler sur d'autres tâches. Ou carrément, c'est de se dire, ben, je sens qu'il y a peut-être un risque par rapport aux compétences que j'ai développées, aux tâches que je fais aujourd'hui. Et donc, je vais concentrer mes compétences ou je vais développer des nouvelles compétences sur des tâches pour lesquelles la machine, en tout cas aujourd'hui, n'est pas capable de me substituer. Puis, en finissant, M. L'Espérance, pour les gens qui rejettent totalement l'IA, qui ne veulent rien savoir de ça, pensez-vous que c'est impossible dans les prochaines années de vivre dans un monde où est-ce que les gens n'utiliseraient pas l'IA? C'est une bonne question. J'ai quasiment envie de dire un peu philosophique parce que ça serait peut-être comme poser la question il y a 10 ans, est-ce qu'on pourrait survivre sans téléphone intelligent en 2025-2026? Je pense qu'on peut survivre, peut-être même qu'on survit mieux parce qu'en termes de bien-être mental et tout ça, il y a sûrement des avantages à être déconnecté. Ceci étant dit, le monde va très vite et s'il y a une chose qui est sûre, moi, ce que j'observe dans la recherche quand je parle aux entreprises, aux entrepreneurs, on ne reviendra pas en arrière. Donc, c'est très dur de se projeter dans 5 ans, 10 ans, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière. D'où l'importance, selon moi, puis la raison qui a motivé l'écriture du livre, de comprendre ce phénomène qui arrive très rapidement, qui transforme pas juste certains emplois, mais aussi notre société, la façon dont on apprend, la façon dont on communique. Donc, pour moi, c'est vraiment important de dire, bien, ce phénomène-là, je ne dis pas qu'il va aller plus vite, je ne dis pas qu'il va ralentir, mais il va continuer à faire partie de nos vies. Et donc, il faut vraiment comprendre cette réalité-là. Merci beaucoup, M. L'Espérance, pour votre temps. Mais je vous en prie. Merci à vous. Merci. Après le temps des fêtes, c'est le temps de réfléchir à sa consommation d'alcool. On reçoit avec nous Meeker Guerrier, qui est porte-parole 2026 du défi 28 jours de la Fondation Jean Lapointe. Bonjour, Meeker. Salut, Marc-Antoine. Ça fait plaisir de te recevoir ici. Ben merci, merci. Qu'est-ce qui t'a poussé cette année à t'impliquer pour la cause sans alcool? Il y a beaucoup de raisons. Est-ce que tu veux la raison officielle, la raison officieuse ou... Non, on va garder ça entre nous, là. On va garder ça entre nous. Ben, tu sais, je dis beaucoup à la blague, mais c'est un peu vrai. C'est moi, le mot défi dans le défi 28 jours était très important parce qu'il n'y a aucun de mes amis qui pensait que j'allais être capable de le faire. Je suis un gars de parti de manière générale qu'on m'a approché pour faire le défi. J'ai demandé autour de moi, ah, je devrais-tu, je devrais pas. Puis tout le monde a dit, ben non, tu ne seras jamais capable. Donc, un, c'était pour leur fermer le clapet en partant. Puis deux, c'était aussi de réfléchir tout simplement à ma consommation d'alcool, de voir un peu, parce que je disais tout le temps que moi, je ne bois que la fin de semaine, je ne bois pas la semaine. Puis aussi, tu sais, je suis capable d'arrêter de boire quand je veux. Donc, c'était juste de le prouver, de le montrer. Puis je me suis dit, ben, si je dis que je suis capable, il faut que je puisse le prouver à un moment donné. Donc, il y avait ça. Mais par-dessus tout, tu sais, avant même de parler de ces aspects-là qui sont plus personnels, ce qui était important pour moi, c'était aussi de rappeler à tout le monde que le défi 28 jours, c'est d'abord et avant tout une levée de fonds pour la Fondation Jean Lapointe, qui aide les gens qui sont pris avec des problèmes de dépendance, mais aussi leur famille. Tu sais, ça prend de l'argent pour financer cette aide-là. Fait que pour moi, c'était juste une façon de redonner à la communauté de manière un peu ludique aussi, amusante, puis pas être dans le sérieux, puis pas que ça soit trop lourd. Moi, le prêchi-prêcha, là, genre, ah, moi, je fais le 28 jours sans alcool, ou ah, moi, je ne bois pas d'alcool, etc. Pour le mois de janvier, je fais le Dry January.
ça m'a toujours un peu achalé. Donc, de ramener ça à la base, là, à la levée de fonds, pour moi, c'est important. On va donner le nom, l'adresse courriel tout de suite, fondationjeanlapointe.org. Mika, je t'entends parler, un gars de party et tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'inquiéter sur ta consommation d'alcool ou comme tout le monde, on boit dans les occasions puis on n'y pense pas vraiment jusqu'au jour où là, on peut être confronté à un défi comme ça? Ben non, du tout. Tu sais, comme la plupart des gens, puis tu sais, j'aime pas qu'on démonise non plus l'alcool. Tu sais, je veux dire, on boit tous, c'est devenu un lubrifiant social aussi. Mais tu sais, il n'y a rien de mal à se remettre en question des fois, puis à juste s'arrêter puis se poser des questions. Moi, j'ai découvert, entre autres choses, que tu sais, je bois souvent par habitude. Tu sais, faire un bon souper pendant que je cuisine, j'aime ça boire un bon verre de vin, blanc idéalement. J'ai un bon repas, ben, je vais essayer de le matcher avec une bonne bouteille de vin aussi. Ou tu sais, je mets la petite au lit, je descends relaxé, ben, tu sais, je me coule un verre de whisky. Fait qu'il y a tout ça aussi qui rentrait dans la réflexion, puis dans Ah, c'est une expérience qui me fait voir les choses un peu différemment. Puis j'aime ça, tu sais, pouvoir me remettre en question dans la vie en général. Donc, dans ma consommation d'alcool, c'était pas mauvais. Je voyais pas de point de vue négatif, mais non, tu sais, comme la plupart des gens, je consomme modérément, puis j'ai pas de problème d'alcool. Puis je pense que c'est important de le dire. Pas parce que tu fais le défi ou que tu veux faire le défi ou qu'on encourage à faire le défi que c'est nécessairement lié à un problème d'alcool, là. Non, non, mais comme tu dis, il y a moyen d'en parler sans tomber avec un ton moralisateur, mais l'alcool, c'est quand même la seule drogue ou truc si on ne consomme pas, les gens pensent qu'on a un problème. Donc, tu sais, dans la société, il y a ça qui se passe. Puis on remarque aussi avec les jeunes qu'il y a moins de consommation, donc ça pousse peut-être les plus vieux à voir l'autre côté des choses. Mais sais-tu quoi? Moi, par rapport à ça, je pense qu'il faut faire attention aussi quand on dit que les jeunes consomment moins d'alcool. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sujets à des problèmes de dépendance, entre autres choses, parce que l'alcool est remplacé, puis on va le nommer, là, puisqu'on se parle juste entre nous. Il y a des problèmes de consommation de drogue aussi. Les gens qui banalisent la consommation de pilules qui sont moins chères, le buzz dure plus longtemps, tu sors dans des clubs, tu vas dans des parties, puis tu te dis, ah, ben je vais prendre ça au lieu d'acheter de l'alcool. On n'est pas plus avancé, là. Donc, je pense que c'est important de faire attention, là, que ce n'est pas parce qu'on consomme moins d'alcool qu'on consomme moins en général de substances qui peuvent un peu altérer nos comportements puis notre santé. Donc, je pense que là-dessus, c'est important de rappeler aussi le message que le défi 28 jours, oui, on parle d'alcool parce que ça s'est démocratisé, parce qu'il n'y a pas de prohibition, parce que ben, c'est accessible à tout le monde de manière assez simple un peu partout chez nous, mais il reste que les problèmes de consommation, ça peut toucher tout le monde, les gens de toutes les sphères de la société, peu importe votre niveau, peu importe que vous soyez de la classe moyenne, que vous soyez un peu plus pauvre, que vous soyez plus riche, peu importe votre âge aussi. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner, là. Rentrons dans les détails de la participation. Comment on fait pour s'inscrire, Mika? Défi28jours.com, c'est simple comme ça. Puis on peut s'inscrire seul, en équipe. On peut acheter également les boîtes défis où il y a beaucoup de produits sans alcool, beaucoup de grignotines que je me suis empressé de dévorer, beaucoup de boissons sans alcool aussi. Puis c'est l'occasion de découvrir en passant là, beaucoup de boissons sans alcool. Moi, j'en ai découvert pas mal avec ce défi-là. Donc, c'est une manière de financer, de contribuer donc à la Fondation Jean Lapointe. Donc, défi28jours.com, tout simplement. Vous avez d'autres porte-paroles aussi. Est-ce que vous pouvez discuter entre vous là, de ce que vous vivez? Bien, moi, il y a Danny Saint-Pierre que je connais un petit peu plus. On se croise souvent. C'est un gars de restauration également. Moi, je suis un gars je ne veux pas dire un gars de bar, là, mais pas loin. Mais tu sais, j'ai travaillé dans la restauration aussi. On se croise parfois sur des plateaux et tout. Donc, tu sais, j'en ai parlé quand même pas mal avec Danny. Puis je trouvais ça intéressant, sa façon de voir les choses. Lui, ça fait plusieurs années qu'il ne consomme plus. Il y a une autre expérience qui est complètement différente de la mienne, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler avec lui. Puis Jean-Marie également, que je connais, je porte-parole, entre autres, du défi sportif. Puis je ne lui avais pas dit qu'on m'avait approché pour être porte-parole, puis j'ai embarqué. C'est un peu une surprise pour lui. Il était très content. Ça nous permet de se voir un petit peu plus, puis de pousser aussi pour la même cause. Donc, c'est pas mal ceux que je connais un petit peu plus. Marie-Pierre Morin aussi, que je croise, entre autres, chez Cogeco Média, parce qu'on travaille tous les deux pour Cogeco Média. Il y a Chloé Deblois, que j'adore également. Donc, ouais, on a tous des liens quand même, chacun les uns avec les autres, là.
Alors, dernière question pour terminer, Maker. Est-ce que les Canadiens vont faire les séries, tu penses? J'avais dit en début d'année que ça allait être difficile et que ça va être serré. Je pense encore que ça va être serré. Très bonne question, honnêtement. J'aime pas ça me mouiller comme ça avec des prédictions. J'espère que oui, en tout cas, parce que c'est pas mal plus le fun le printemps à Montréal et partout en province quand le Canadien fait les séries. Fait que j'espère que oui. Ils ont une bonne saison jusqu'à maintenant. Il suffit que ça se poursuive, puis on verra ce que ça va donner, mais j'ai bon espoir qu'ils les fassent. Bien, écoute, en février, on pourra décortiquer les matchs en toute sobriété, écouter les discours de l'entraîneur et analyser les mots philosophiques de Martin Saint-Louis. Oui, exact. Et pourquoi pas se lancer le défi de faire le Sober Bowl, c'est-à-dire de passer un Super Bowl sans boire d'alcool. Ça aussi, ça peut être un beau défi à se lancer. On rappelle, le don de 28 peut faire une vraie différence pour les personnes qui sont prises avec des difficultés. Le site fondationjeanlapointe.org. Inscrivez-vous seul ou en équipe. Maker, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on te souhaite un beau mois de février. Salut, à bientôt Marc-Antoine. Merci. Voilà, c'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, nous cherchons des bénévoles. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9.com pour venir nous rejoindre ici en studio. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir regardé le Régional à TVR9. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.